Il y a quelque chose que beaucoup de jardiniers ignorent presque totalement, ou dont ils ont entendu parler en passant, sans jamais le mettre en pratique. Et il ne s'agit pas d'un nouvel engrais, d'un produit onéreux ou d'une technique de culture secrète. C'est quelque chose de bien plus simple. C'est la façon dont tu disposes tes plantes dans les planches. Certains légumes semblent faits pour pousser les uns à côté des autres. Ils s'aident mutuellement à se développer plus vite, tiennent les nuisibles à distance, améliorent la saveur de la récolte et réduisent les risques de maladie. D'autres associations, au contraire, freinent le voisin, puisant dans le sol les mêmes ressources et laissent les deux plantes plus faibles. Aujourd'hui, nous passons en revue 5 paires qui travaillent en ta faveur. 5 associations qui donnent de vrais résultats, confirmés par l'expérience accumulée dans les potagers de toute la France. Paire 1, tomates et basilic. Les tomates et le basilic ne forment pas seulement un duo parfait en cuisine, c'est aussi une excellente alliance dès la planche, bien avant de se retrouver dans une salade ou une sauce. Le basilic libère dans l'air et dans le sol des composés volatiles et des huiles essentielles qui, pour nous, sont agréables, mais qui sont extrêmement dérangeants pour les pucerons, les trips et les alérodes. Beaucoup de nuisibles se repèrent à l'odeur lorsqu'ils cherchent une plante à attaquer. Quand le basilic pousse à côté des tomates, ce signal olfactif est perturbé et les insectes passent leur chemin. Le basilic brouille en quelque sorte leur système de navigation. Des jardiniers expérimentés remarquent également que les tomates cultivées à côté du basilic acquièrent souvent une saveur plus douce et un arôme plus intense. Le mécanisme n'est pas totalement élucidé, mais on suppose que ces composés aromatiques modifient subtilement l'environnement autour des plantes. Sur le plan pratique, il existe aussi un échange bénéfique lié au climat. Le basilic n'apprécie pas la chaleur écrasante de midi, et les tomates, surtout quand les pieds sont bien développés, lui offrent de l'ombre dans leur partie basse. Les tomates atténuant le stress thermique du basilic, et le basilic protège les tomates d'une partie des nuisibles. Un détail que beaucoup négligent, le basilic attire les pollinisateurs. Les abeilles et les bourdons visitent volontiers ses fleurs, et stimulent au passage les fleurs des tomates, ce qui est particulièrement utile en serre, où la circulation des insectes est limitée. Comment planter ? Le basilic se place entre les pieds de tomates, à environ 30 à 40 cm de chaque plant, afin que le parfum se répartisse uniformément sur toute la planche. Les deux plantes aiment la chaleur, un sol bien drainé et des arrosages réguliers sans excès. Elles demandent donc presque le même type d'entretien. Paire 2, carottes et oignons. C'est une association ancienne, remarquée par les jardiniers bien avant que quiconque puisse en expliquer le mécanisme en termes scientifiques. Chacune de ces cultures a ses ravageurs spécifiques. La carotte est attaquée par la mouche de la carotte, un petit insecte qui pond ses œufs dans le sol, près des racines. Les larves creusent des galeries dans la racine et la rendent impropre à la consommation. L'oignon a son propre ennemi, la mouche de l'oignon, qui procède de façon similaire, mais dont la cible est le bulbe. Ce qui est remarquable, c'est que l'odeur de chaque plante désoriente le ravageur de l'autre. L'odeur de l'oignon décourage la mouche de la carotte, et l'odeur de la carotte perturbe celle de l'oignon. Les insectes localisent leur hôte par l'odorat, et quand celui-ci est masqué par le parfum d'une autre culture, ils ne parviennent tout simplement plus à trouver l'endroit où pondre. Il se crée ainsi une protection mutuelle, sans produits chimiques, sans filets et sans solutions compliquées. Les deux plantes explorent également le sol à des profondeurs différentes. La carotte s'enfonce plus profondément et forme sa racine principale dans la couche inférieure, tandis que l'oignon travaille surtout dans la partie supérieure. Elles ne se disputent pas directement les mêmes ressources, le sol est partagé verticalement et la concurrence s'en trouve considérablement réduite. Il existe aussi un effet plus discret. L'oignon, par ses racines, contribue à ameublir la couche supérieure du sol, ce qui améliore l'aération pour la culture voisine. Dans un sol bien aéré, la carotte pousse de façon plus uniforme, se ramifie moins et présente une forme plus régulière. Comment planter ? Il suffit d'alterner les rangs, un rang d'oignons, un rang de carottes, puis à nouveau des oignons. Les deux préfèrent un terrain meuble, bien structuré, sans accumulation d'eau, et apprécient les emplacements ensoleillés. Paire 3, concombre et aneth. Ici, le mécanisme principal n'est pas tant la répulsion directe des nuisibles,
mais l'attraction d'insectes bénéfiques et la création d'un microclimat plus équilibré autour de la planche. L'aneth est l'une de ces plantes qui, lorsqu'elle fleurit, transforment le jardin en aimant pour la vie. Ses ombelles jaunes attirent les abeilles, les bourdons, mais aussi des prédateurs naturels qui se nourrissent de pucerons et d'acariens, les ravageurs les plus fréquents des concombres. L'aneth crée en quelque sorte à côté des concombres un bouclier biologique vivant. Il existe toutefois une nuance importante. L'aneth jeune s'entend très bien avec les concombres, mais si on le laisse grandir, fleurir et monter en graines juste à côté d'eux, il peut commencer à les gêner légèrement. Comment planter ? L'aneth se sème en bordure de la planche de concombre ou à faible distance, pas entassée entre les plants principaux. Si tes concombres sont sur un treillage, tu peux placer l'aneth du côté sud ou en bordure bien exposée de la planche, de façon à ce qu'ils reçoivent suffisamment de soleil sans ombrager inutilement les concombres. En serre, sa présence devient encore plus précieuse car les ravageurs s'y propagent rapidement et les prédateurs naturels sont rares. Paire 4. Choux et céleri. Pour ceux qui luttent année après année contre les ravageurs des choux, c'est une combinaison très efficace. Le chou attire un nombre impressionnant de visiteurs indésirables. La mouche du chou, les pucerons, la pierrite du chou, la noctuelle du chou et les altises. Le céleri parvient à réduire la pression de beaucoup d'entre eux grâce à son odeur forte et caractéristique. L'arôme se dégage aussi bien des feuilles que des racines. Et pour de nombreux insectes, il fonctionne comme un véritable répulsif. L'effet est particulièrement remarquable contre la pierrite du chou, qui pond ses œufs sur les feuilles de chou et dont les chenilles dévorent tout ce qu'elles trouvent. Le papillon localise habituellement les plantes crucifères par leur signal olfactif. Quand le céleri pousse à côté du chou, son odeur dominante mélange les signaux, et l'insecte a plus de mal à trouver sa plante haute et s'envole souvent plus loin. Un avantage souvent négligé, le feuillage du céleri ombre légèrement la surface du sol, réduisant l'évaporation et ralentissant l'apparition des mauvaises herbes. Comment planter ? Il n'est pas nécessaire de serrer le céleri contre chaque pied de chou. Il suffit de le placer en bordure de planche ou çà et là, tous les 1 ou 2 choux. À noter que le céleri préfère un peu plus d'humidité que le chou, il mérite donc des arrosages plus attentifs et un paillage localisé là où c'est nécessaire. Paire 5, haricots et maïs. C'est probablement l'exemple le plus surprenant et le mieux étudié de cultures associées dans l'histoire. Depuis des millénaires, les peuples autochtones d'Amérique cultivaient ces plantes ensemble, les considérant comme un couple naturel. Leur intuition était parfaite, même si l'explication scientifique devait venir bien plus tard. Le maïs est une plante haute et vigoureuse avec un besoin sérieux en azote. Cultivé seul, il peut rapidement épuiser les réserves de nutriments du sol. Le haricot, en revanche, appartient à la famille des légumineuses. Sur ses racines vivent des bactéries capables de fixer l'azote atmosphérique et de le transformer en forme assimilable par le sol. Autrement dit, le haricot produit autour de lui un apport naturel d'azote, dont profite également le maïs voisin. Le maïs offre en échange quelque chose d'essentiel. Sa tige haute et robuste devient un support naturel pour les variétés grimpantes de haricots. Plus besoin de tuteurs ni de filets, le haricot s'enroule autour de la tige du maïs et grimpe vers la lumière sans lui dérober sérieusement d'espace. Dans le sol, il existe aussi une répartition utile. Le haricot travaille surtout dans la couche supérieure, tandis que le maïs s'enfonce plus profondément. La concurrence directe pour les nutriments est ainsi réduite. Les feuilles du haricot peuvent couvrir partiellement la surface du sol et fonctionner comme un paillis vivant, conservant l'humidité et freinant les mauvaises herbes. Comment planter ? L'ordre des semis est important. Le maïs se sème en premier et on le laisse atteindre environ 20 à 25 cm. C'est seulement alors que l'on sème les haricots, 2 à 3 graines, à environ 15 cm de chaque plant de maïs. Si on les sème simultanément, le haricot peut démarrer trop vite et concurrencer les jeunes plants de maïs avant que ceux-ci ne se soient bien établis. Ce que ces 5 paires ont en commun. Quand on parle de cultures associées, on parle en réalité d'un principe fondamental du jardinage naturel. Dans la nature, presque rien ne pousse en complète isolation. Chaque plante interagit avec ses voisins, le sol, les insectes et les micro-organismes. Au jardin, nous pouvons choisir délibérément les bons voisins pour chaque culture.
le résultat est clair. Moins de ravageurs, moins de maladies, moins besoin d'interventions agressives et une récolte plus abondante sur la même surface. Remarque également qu'aucune de ces 5 combinaisons n'entraîne de dépenses supplémentaires. Tu cultives de toute façon ces plantes, tout ce que tu changes, c'est leur emplacement les unes par rapport aux autres. Le coût est presque nul, mais le résultat peut être très visible. Essaie au moins une de ces paires cette saison. Il n'est pas nécessaire de transformer tout le jardin d'un coup. Commence par une seule planche et observe ce qui se passe. Tu pourrais être surpris de l'effet que peuvent avoir des changements aussi simples. Le jardin est un système vivant. Il répond bien mieux à l'attention et au respect qu'aux interventions brutales et aux produits chimiques inutiles. Plus tu en comprends les lois avec finesse, plus il te récompense généreusement.